Avant de se retrouver la semaine prochaine pour entrevoir avec Gérard Bavard, le président du Consistoire de Cannes, un retour vers le normal de la vie cultuelle et culturelle de notre communauté, je vous propose de revoir ou de réentendre un enregistrement du 23 octobre 2020. Bonjour à tous. Nous avons au sein de notre communauté, enfin du moins de nos communautés respectives, des gens de très grande valeur qui allient probité et intégrité. Ils donnent de leur temps pour faire vivre, avancer et pérenniser la communauté. Pour cette semaine, mon invité, je le côtoie comme administrateur de la CI de Cannes depuis de nombreuses années. Il est assez discret et c'est pourquoi je n'avais jamais pensé à l'inviter à s'exprimer. C'est donc pour la première fois que je le reçois dans ce studio. Simon Fédida, vice-président en charge de la synagogue de Cannes, des fêtes du culte et ceci en lien avec le rabbin. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous voir devant ce micro. C'est vrai que c'est la première fois que j'avais pensé à vous recevoir. Vous avez été promu vice-président, marque de considération de Gérard Bavard et bien sûr de tout le conseil d'administration. Comment vous avez perçu cette nomination? Comment vous l'avez ressentie? J'ai été touché parce que... Flatté? Flatté, non, pas spécialement. Il faut savoir que cela fait 20 ans quasiment que je suis dans le conseil d'administration, que j'ai rempli pas mal de charges. J'ai commencé avec le Talmud Torah, après je suis passé à la jeunesse, je me suis occupé des cimetières, et puis la dernière mandature, j'ai pas tellement eu d'action, on va dire, dans quelques commissions que ce soit. Et effectivement, depuis le décès de ma mère en 2011, je suis assez présent à la synagogue, je viens régulièrement le Shabbat, les fêtes bien sûr, je n'en rate aucune, et de temps en temps le matin. Aussi, Gérard, je pense que c'est pour cela que Gérard a pensé à moi, parce que j'avais une présence assez effective dans la synagogue, et que j'avais des relations assez étroites avec le rabbin. Voilà. Mais vous êtes en charge donc à la synagogue des fêtes du culte, tout cela en lien avec le rabbin, je l'ai dit. Mais ça consiste en quoi en fait? Ça va consister en quoi votre travail, votre charge? Déjà, je pense que c'est surtout c'est le rabbin qui va décider des horaires, donc il faut déterminer les horaires. Vous allez créer le lien peut-être entre le rabbin et puis les fidèles. Voilà, je fais remonter des informations que me donnent les fidèles, ne serait-ce que pour les livres. C'est pas sur, par exemple, sur des horaires qui conviennent pas, le parking, il y a toujours des petits problèmes parce que donc je fais remonter cela au rabbin. Une sorte de médiateur en fait. Voilà, exactement. Sinon, je n'interviens pas tellement sur la liturgie, je n'interviens pas du tout sur le déroulé de la prière, ça c'est essentiellement le rôle du rabbin. Mais je suis là, je suis présent, et quand le rabbin veut faire remonter une information auprès de Gérard, donc on en parle, et puis on voit si c'est nécessaire ou pas, et à ce moment-là, j'interviens. Voilà. Il faut dire aussi que cette charge est récente, donc j'ai pas eu trop le temps de l'appliquer vraiment, quoi. Donc je pense que ça va se mettre en place au fil des années, au fil des Shabbatot. C'est peut-être vous aussi qui allez servir de personnes qui vont recevoir les grandes personnalités qui vont arriver. C'est possible aussi, oui, aussi également. Je suis en charge aussi avec Jean-Claude Bérébi justement pour avoir une présence effective et justement quand les personnes nouvelles dans la synagogue arrivent pour pouvoir les accueillir, leur donner une place, voilà. Puisqu'on n'a pas de shamash en ce moment, donc on remplit plus ou moins ce rôle, surtout le samedi. Voilà. Est-ce que vous avez des projets à nous dévoiler en rapport avec votre charge, et si oui, lesquels? Bon, bien sûr... Peut-être le premier projet, c'est voilà, Hanouka. C'est Hanouka, bien sûr. Donc j'attends de faire une petite réunion avec le rabbin afin de déterminer comment va se dérouler la fête, parce que il y a l'allumage de la première bougie, il y a la réception des élus, des personnalités. Les enfants vont chanter, donc il faut mettre ça en place. Ou
Puis surtout, avec la crise sanitaire, il y a des dispositions à prendre. Donc à ce moment-là, on va certainement décider de certaines choses. Depuis la nuit des temps, l'homme se pose de nombreuses questions existentielles, dont voici quelques exemples. D'où je viens? Où vais-je? Qui suis-je? Quel est le sens de la vie? Jusqu'à quel âge vais-je vivre? Quel est mon rapport avec Dieu? Est-ce qu'il est clair? Que ce soit pour un homme, pour une femme, que l'on soit philosophe, athée ou croyant, les réponses à ces questions sont complexes et seront différentes pour chaque individu. Pour raccorder au thème de l'émission du jour, chacun à partir de son lieu de naissance a eu un parcours personnel. Mais la finalité est, nous sommes venus et vivons tous dans cette belle région. Simon Fedida, vous êtes originaire de Casablanca. Casablanca au Maroc, vous avez vécu donc jusqu'à l'âge de 18 ans. Vous avez donc des souvenirs, et des souvenirs que vous pouvez nous raconter. Quel était le milieu, justement, dans lequel vous avez vécu? Quelle était la profession de vos parents? Est-ce qu'ils étaient commerçants, enseignants, ouvriers? Bon, ma mère, bien sûr, c'était une maman juive, elle était tout le temps à la maison, donc elle s'occupait de nous à temps plein. Mon père était commerçant, bien sûr. Dans quelle branche? Il était dans les machines à coudre. Il vendait, il réparait des machines à coudre industrielles. Donc c'était une activité très importante au Maroc, puisque le Maroc fabrique beaucoup de confections et exporte beaucoup de vêtements. Donc le Maroc fabriquait, et fabrique toujours, oui, bien toujours, sûr, mais fabriquait déjà à l'époque. Voilà. Donc c'était l'activité essentielle de mon père, qui était une activité assez prenante, puisque il n'était pas souvent à la maison, il partait tôt le matin, il rentrait tard le soir, mais bon, ma mère... Il avait un magasin? Oui, il avait un magasin, il avait un atelier de réparation, un magasin, des ouvriers, voilà. Quel est votre plus ancien souvenir? Une image comme ça, mon plus ancien souvenir, je vais dire mon grand-père, le père de mon père. C'était un monsieur très pieux qui a quitté le Maroc en 62. J'avais 4 ans et je le revois encore avec sa tenue, on va dire, la djellaba. Il était habillé comme ça, avec toujours... Il n'était pas du tout habillé à l'européenne. Pas du tout. Avec son calot sur la tête, et je le vois comme ça un Shabbat dans sa maison, où on se retrouvait tous les vendredis soirs. Et avec sa barbe, il avait une belle barbe. C'était des belles réunions de famille. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait tous les frères de mon père, les enfants. On était 20, 30 à chaque fois. Donc c'est cette image qui peut-être la première image dont j'ai le souvenir. Comment s'est passée l'adolescence de Simon Fedida? On a eu on va dire une adolescence dorée au Maroc. On était bien sûr dans des écoles juives. Donc le primaire, je l'ai passé dans les écoles de l'Alliance, ça s'appelait comme ça. Ça s'appelait l'école Narcisse-Léven. Nous étions assez nombreux par classe. Les profs étaient juifs, la majorité. Il y avait une grosse présence juive à l'époque, ce qui fait que on n'avait pas conscience de ce qui se passait à l'extérieur. Vous viviez pas quand même en ghetto? On n'était pas en ghetto, on vivait pas en ghetto, mais on vivait quand même en autarcie, je dirais. C'est-à-dire que on se recevait entre juifs, on fréquentait des cercles, bien sûr les synagogues, les cercles le sport, c'était toujours dans des milieux juifs. Donc il y avait vraiment, il faut dire qu'il y avait le réservoir. Il y avait beaucoup de juifs au Maroc à l'époque, et ce qui fait que... Casablanca, c'est au bord de la mer. Oui. Vous alliez aussi à la plage? Bien sûr. Et donc on se retrouvait à la plage régulièrement dès que l'été arrivait. Il y avait une plage qui était très connue, c'était Tahiti plage. Donc c'était des plages payantes en fait, où on rentrait... il fallait payer, donc il y avait déjà une certaine sélection. Il n'y avait pas, c'était pas la plage comme ici, c'était une plage privée avec des piscines. Et voilà, il y avait beaucoup de juifs. C'était la plage des juifs, on va dire. Dans les années 73-75, vous avez donc en 15-18 ans comme ça, à quoi ressemblait la ville de Casablanca? Casablanca, ça veut dire donc
Maison Blanche. La ville blanche, ouais, la Maison Blanche, oui. Bah, ce qu'il faut voir, c'est que Casablanca est une ville assez neuve, puisqu'elle a été, je crois, bâtie dans les années au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, au début du XXe siècle. Les vrais Casablancais. Il y avait un port ? Oui, oui, bien sûr, un port. Je crois que c'est le premier port d'Afrique. Hein, c'est vraiment un port très important. Et c'est ce qui fait la valeur de Casablanca, je crois que c'est son port. Et c'est une ville, c'est la capitale économique du Maroc, donc c'est une ville assez importante. Et ce qui fait que les Juifs, les Juifs étaient dans tout le Maroc. Hein, on les retrouvait dans les montagnes. C'était essentiellement des agriculteurs, c'était beaucoup de commerçants. Et ce qui fait que après, quand il y a eu, quand Casablanca s'est développé, les Juifs se sont pas mal concentrés dans cette ville, ce qui fait qu'il y avait une grosse concentration, une grosse communauté. Alors, à quoi ressemblait cette ville de Casablanca ? Ah bah, ce qu'il faut... Bon, il y avait des grandes avenues. Voilà, il y avait c'était une ville très moderne, donc c'était une ville très moderne avec des grandes avenues, des beaux bâtiments des années 30, des années... il y a un beau patrimoine art déco à Casablanca au niveau des bâtiments. Il en reste de moins en moins puisque la ville s'étant développée. On a détruit des villas pour construire de grands immeubles. Mais voilà, c'était ça Casablanca. C'était également... il y avait des quartiers. Il y avait des quartiers juifs. Il y avait des quartiers des Français. Donc, des Espagnols. Les quartiers des Espagnols, exactement. Il y avait d'autres communautés ? Oh, il y avait essentiellement, bien sûr, les Juifs, les Espagnols et les Français, voilà, on va dire. Il y avait très peu d'Italiens, mais beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Français, tous les expatriés, tous les colons, tous les gens qui étaient là, qui étaient nés au Maroc, ou qui avaient une activité professionnelle au Maroc. Comment était perçue la communauté juive ? Est-ce qu'elle vivait en marge ? Est-ce qu'elle était intégrée ? Est-ce qu'il y avait des échanges entre communautés ? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Casablanca était une ville qui avait beaucoup de synagogues. Il faut le savoir, il y avait, je sais pas moi, plusieurs dizaines de synagogues en activité et remplies. Il y avait des écoles juives, beaucoup d'écoles juives, plusieurs écoles juives. Il y avait aussi plusieurs communautés juives. Il y avait on va dire, la communauté populaire, il y avait les riches, il y avait, voilà, c'était peut-être un petit peu cloisonné, on va dire, mais c'était ça, Casablanca. Les fêtes juives, donc vous en parlez, elles étaient automatiquement donc honorées. Bien sûr, les fêtes juives, on les vivait à la maison. Je prends un kippour, donc il devait y avoir beaucoup de monde, autant à l'intérieur et encore plus à l'extérieur. Les fêtes juives étaient vécues à la maison, bien sûr, dans les synagogues, mais même dans la rue. C'est-à-dire que, par exemple, je vais parler de Soukhot. Soukhot, vous rouliez en voiture, vous leviez la tête et on voyait des balcons où il y avait des soukottes qui étaient construites. Il y en avait, c'est pas une ni deux, il y en avait plusieurs dizaines dans la ville de Casablanca. Par exemple, la Mimouna qui est une fête, c'est la clôture des fêtes de Pessah. La Mimouna, c'était un événement. D'abord, c'est une fête marocaine. Oui, ça fait sortir la moufleta. Hein. Voilà, la moufleta. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait le quartier juif, c'était surtout la place de Verdun, on disait, le boulevard d'Enfa, la place de Verdun. Et bien, sur cette place de Verdun, qui est une très grande place, venaient beaucoup de commerçants arabes qui vendaient des fleurs, qui vendaient beaucoup de choses dont on avait besoin pour la Mimouna. Donc c'était vraiment... donc il y avait aussi, on va dire, une relation à ce moment-là commerciale. Il y avait beaucoup d'échanges. Voilà, beaucoup d'échanges, énormément. Et on était assez proches des Marocains, des Arabes, on était assez proches. Hein. Il y avait une osmose. Absolument, absolument. Il faut dire qu'aussi dans les écoles juives, certaines écoles juives, par exemple le primaire, il y avait des Arabes. Après mon secondaire, j'ai fait le collège dans une école strictement juive où on faisait la prière, on avait du Kodesh tous les matins.
Et ensuite, je suis passé dans une école qui s'appelait le cours complémentaire, qui maintenant s'appelle le lycée Maïmonide, et dans lequel il y avait aussi des Arabes, un peu de Français, et beaucoup de Juifs. Alors, Cette école existe toujours, elle s'appelle Maïmonide. Pourquoi Maïmonide? Parce que Maïmonide, on ne sait pas, il est juif, il est musulman, bon. Il est reconnu par Oui, le judaïsme, non, mais il est reconnu par le judaïsme, mais les musulmans se sont un petit peu attribués Maïmonide, voilà. Décrivez-moi un petit peu la vie de la jeunesse juive. Bon, 15-18 ans comme ça, donc ça veut dire que ça bouge un petit peu, il y a des idées. Ben, bien sûr. Ouais, est-ce qu'on est confronté à ses parents? Alors, la vie de la jeunesse juive à l'époque, bien sûr, elle tournait... D'abord, il y avait des quartiers où les jeunes se retrouvaient. Des cafés? Des cafés, voilà, on appelle ça... C'était des glaciers, on appelait ça au Maroc, parce que il n'y avait pas d'alcool, on vendait des glaces, des cafés, des machins. Et puis on faisait beaucoup de surprises parties, des booms, on se retrouvait comme ça, et il y avait des booms, on savait, il y avait quasiment un calendrier de... Voilà, et tous les samedis, dimanches, on sortait... Alors, quelle était la musique que vous écoutiez à cette époque? C'était... C'était quoi? C'était les Beatles? Les Beatles, les Rolling Stones, qu'est-ce qu'ils en pensaient, Elton les John. Alors, bon, ça dépend, bien sûr, ça dépend de quels parents. Moi, j'avais des parents qui étaient assez ouverts. Mon père avait une éducation religieuse assez forte, mais il était pratiquant, mais pas traditionnaliste, on va dire. Hein. C'est-à-dire que il n'avait pas la kippa sur la tête tout le temps, voilà. Alors, quand je vous ai demandé de choisir un morceau de musique, vous avez choisi Queen, Bohemian Rhapsody. Oui. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Quelles images ça vous rappelle? Alors, cette musique, en fait, elle marque un peu le départ quand j'ai quitté le Maroc. C'est une musique que j'écoutais avant de quitter le Maroc. Et ensuite, quand je me suis retrouvé en France, en l'écoutant, j'avais la nostalgie de mon pays. Parce que pour moi, le Maroc, c'était mon pays. J'étais marocain d'ailleurs. J'ai toujours la nationalité marocaine, la double nationalité avec la nationalité française. Donc c'était la nostalgie. Et il faut savoir que le ciel de notre enfance, il a une couleur différente du ciel dans lequel on vit. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et chaque fois que je retourne au Maroc, j'ai cette joie, je me sens bien. Je me sens... Vous retrouvez la couleur du ciel. Voilà, je retrouve la couleur du ciel que j'ai connue dans mon enfance, que j'ai pas ici. Mais bon, le ciel, bien sûr, c'est une image métaphorique. Simon Fédida, à quel moment vous êtes orienté vers la chirurgie dentaire et pourquoi avoir choisi cette voie? Au départ, bon, avant de passer le bac, il fallait s'inscrire en France. Bien sûr, c'était la destinée de tous les jeunes juifs qui vivaient au Maroc, c'était d'aller étudier en France. Majoritairement. Il n'y avait pas de... À l'époque, il n'y avait pas d'université de médecine. Non, il n'y avait pas l'université de médecine a été créée quelques années après. Donc, je me suis inscrit normalement. Et j'avais choisi 3 villes, puisqu'il fallait faire un choix de 3 villes en France. Donc, j'avais choisi Strasbourg, Toulouse et Bordeaux. Pas Montpellier? Non. Je n'avais pas choisi Montpellier. Pourquoi Toulouse? Parce que j'avais un copain qui avait de la famille là-bas. Bordeaux, parce que on dépendait de l'Académie de Bordeaux, au Maroc. D'ailleurs, mon bac est signé par l'Académie de Bordeaux. Et puis Strasbourg, il y avait j'avais des copains qui étaient déjà là-bas. Puis il y avait une vie juive à Strasbourg aussi. Voilà. Très importante. Bordeaux, je connaissais pas du tout, mais j'avais mis Bordeaux comme ça. Et en fait... j'ai eu l'inscription à la faculté de médecine de Bordeaux. Donc voilà, j'avais envie de faire médecine au départ. Et pourquoi j'ai choisi dentaire, c'est un petit peu une histoire singulière, parce que quand je suis arrivé à Bordeaux, d'abord c'était assez difficile, assez dur, parce que je suis arrivé, j'avais une valise dans la main, j'ai pris l'avion Casa-Paris, j'avais un oncle à Paris, et j'ai pris le train pour aller à Bordeaux. Je suis arrivé à la gare avec une valise, je ne savais pas où j'allais dormir.
Donc j'ai mis ma valise à la consigne et j'ai commencé à arpenter les agences immobilières pour trouver... J'avais de l'argent que mon père m'avait donné, il fallait que je trouve un petit appartement. J'avais trouvé donc... on va dire un petit studio. En fait, je suis arrivé, il y avait une pénurie d'appartements, c'était le mois de septembre, il y avait tous les étudiants, c'était une ville étudiante. Et j'avais trouvé un studio, malheureusement, sous les toits. Donc il faisait froid en hiver et chaud en été. C'était pas très confortable, la vérité. Et puis je me suis retrouvé là, j'avais quitté mon cocon familial, où j'étais très heureux. Un découragement terrible. Oh, terrible. Alors j'étais dans ce studio et puis je sortais comme ça dans la rue, je connaissais personne et bien sûr où est-ce que j'allais me balader? J'allais à la gare, je tournais dans la gare. J'avais l'impression que cette gare c'était le trait d'union avec mon pays. J'avais envie de retourner quoi. Mais bon, j'avais commencé mes études et par chance, 15 jours après avoir commencé donc ça faisait 15 jours que je vivais dans ce studio, c'était un meublé. Je rencontre un ami qui était à Bordeaux depuis 2-3 ans et qui était avec moi à l'école et qui faisait dentaire. Et on papote et tout, j'étais très heureux de le retrouver, donc ça y est, j'ai trouvé quelqu'un, je me suis senti bien. Et puis il me dit, tu sais Simon, on veut faire une coloc, est-ce que ça t'intéresse d'être avec nous? J'ai dit, ah, tout de suite, si je peux quitter ce studio où je suis, je pars tout de suite. Donc je me suis retrouvé dans une colocation, on était 3, donc il y avait Émile, mon copain Émile Meguira, qui était en 2e année dentaire, et puis il y avait une 3e personne, c'était un Israélien qui s'appelait Maurice Lévy, qui était en 3e année de médecine. Et moi, j'étais en 1re année de médecine. Donc je me suis retrouvé dans cette ambiance, et c'est comme ça que j'ai découvert la dentisterie par cet ami qui était en 2e année dentaire, donc je voyais ce que c'était, parce que en fait j'avais une vision assez abstraite de la dentisterie, hein. Je pensais pas faire dentiste. Et quand j'ai vu... ce que c'était ce métier, ce que c'était ces études, ça m'a beaucoup plu et c'est là où j'ai décidé en fait de faire dentaire. Et ce qui fait que quand j'ai passé mon concours de médecine, voilà, j'étais en dentaire, voilà. À quel moment vous arrivez à Cannes? Alors Cannes, c'est par hasard. Est-ce que c'est une destination subie ou voulue? Pas voulu, non, c'était par hasard. C'était pas subi, c'était pas non, voulu. C'était à l'époque, j'avais terminé mes études depuis 4 ans et je faisais des remplacements, donc je tournais. J'ai fait des remplacements à Paris, Paris, j'avais pas envie de vivre à Paris. Je supportais pas cette grande ville comme ça, assez tentaculaire, les embouteillages et tout, ça me plaisait pas. J'aimais bien Bordeaux. J'ai fait des remplacements dans des provinces comme La Rochelle, bon, un peu partout, Limoges, j'ai tourné. Oui, autour de Bordeaux. Voilà, dans les environs. Et j'avais trouvé un remplacement donc à Cannes, là où je suis. C'était une dame, justement, qui avait besoin d'un remplaçant pour le mois d'août. Donc, ce qui fait que j'ai dit, oh, ben, je vais y aller, je connais pas la Côte d'Azur. Je connaissais pas du tout la Côte d'Azur. Et quand je suis arrivé ici... Vous avez l'impression d'être au Maroc. Exactement. Déjà, j'ai vu les palmiers. Ah, j'ai vu le palmier, j'ai vu la plage, on était proche de la mer, j'ai vu les palmiers, je sais pas, j'ai eu un coup de foudre, voilà. Et hasard ou providence, je sais pas, cette dame vendait son cabinet. Et donc du coup, je sais pas, j'ai flashé et j'ai acheté le cabinet, voilà. Donc je me suis retrouvé ici. Alors vous êtes installé, vous êtes marié, votre cabinet fonctionne bien. De quoi vous êtes le plus fier? Mais juste avant que vous me répondiez à cette question, j'ai une autre question. Est-ce que votre père était fier de vous? Oui, ah oui. Mon père était fier, c'est vrai. Il était assez fier de moi, c'est vrai. Voilà, quand je pense à mon père, il faut dire que c'était pas facile d'avoir ses enfants à l'étranger, parce que d'abord ça coûtait de l'argent. Donc il faut dire que j'ai coûté un peu d'argent à mes parents. Donc c'était une fierté pour lui que j'ai réussi mes études. Il est venu me voir ici à Cannes. Malheureusement, il est décédé très vite après, mais il m'a vu installé. Bon, j'étais dans une belle maison, j'avais un beau cabinet. Il était vraiment fier, hein. C'est vrai.
J'étais fier du résultat. Alors, de quoi vous êtes maintenant le plus fier? Ah bah bien sûr, ça coule de source. Je suis fier de mes enfants. Voilà, c'est normal. Je suis fier de mes enfants. Je suis aussi heureux d'avoir rencontré ma femme, qui m'a apporté beaucoup de bonheur et avec qui on est très heureux. Et puis de mes enfants. Voilà, c'est très simple. Hein. Je suis fier du parcours de mes enfants et de leur vie. Et de ce que j'ai pu leur apporter, je pense. Hein. Voilà. Simon Fédida, quelle est votre qualité principale, mis à part la discrétion? Ma qualité, c'est difficile, hein, parce que déjà je suis quelqu'un de discret, de réservé, je l'ai dit, discret, de modeste, donc je vais pas me, donc ma qualité, c'est déjà de ne pas trop me mettre en avant, d'écouter les autres. Et d'écouter les autres, tout à fait, c'est vrai. Par mon métier déjà, puisque je parle beaucoup avec mes patients, et voilà, c'est vrai, voilà. Quel est votre passe-temps ou vos passe-temps favoris? Oh, j'ai pas beaucoup de passe-temps. En fait, mon passe-temps favori, c'est le golf. Voilà, c'est la seule activité que j'ai. Donc, je vais jouer. Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est très simple. Hein. Je vis dans un espace assez réduit, puisque mon métier se limite. On travaille sur une surface de quelques centimètres carrés. On regarde. On est focalisé sur cette bouche. Oui, et on travaille dans quelques mètres carrés, bien sûr, dans un appartement, mais on est quand même entre quatre murs, et puis on est focalisé sur des petites surfaces, une dent, c'est tout petit. Donc, quand j'ai fini ma journée, que je sais que le lendemain je vais jouer au golf, je suis heureux parce que je sais que je vais me retrouver en pleine nature, que je vais beaucoup marcher, que je vais échanger, je joue souvent avec des amis, et voilà, c'est ça. Et puis on peut pas penser en même temps à la dentisterie et jouer au golf. Non, j'éteins le téléphone, je joue, je me détends. En plus, je joue dans un golf qui est au-dessus de Grasse, il y a des biches, il y a des animaux qui se baladent. Là, en ce moment, bien sûr, on commence à voir l'automne, c'est une belle saison, les feuilles qui tombent, les couleurs, les arbres qui commencent à rougeoyer. Voilà, les couchers de soleil agréables. Voilà. Est-ce que vous avez un regret? Ah, je vais pas appeler ça un regret, mais j'ai eu cette vie au Maroc, j'ai eu cette joie justement de vivre dans cette communauté juive. J'ai ce Maroc dans lequel les Juifs étaient installés depuis... heureux depuis des centaines, voire 2000 ans. Et ça me manque. Des fois, j'ai cette nostalgie quand je lis des livres, quand j'ai regardé récemment une exposition hommage. Bon, j'ai regardé ça, bien sûr, en ligne. Il y avait des costumes, un photographe Besancenot qui avait fait des photos de costumes marocains, costumes juifs, traditionnels. Et j'ai pensé à mon grand-père, le revoyant comme ça, avec son calot, son saroual et sa djellaba. Donc, je sais pas, j'aurais voulu continuer de vivre dans cette ambiance. Est-ce que vous avez pensé peut-être de retourner au Maroc? Ah, de temps en temps, ouais, c'est vrai. J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec ma femme. Je lui disais, peut-être qu'à la retraite, on va se prendre une résidence secondaire et on fera l'aller-retour entre Cannes et... peut-être comme ça. Parce que c'est vrai que maintenant, avec EasyJet, on a des liaisons avec Marrakech, avec Agadir. J'ai gardé des amis au Maroc, donc oui, on en avait parlé comme ça. Mais bon, après, c'est toujours que des projets. Je suis pas encore à prendre ma retraite. Simon Fédida, juste pour terminer, est-ce que vous avez pensé à faire une alia? Votre alia? J'ai pensé... non. Pas encore. Je suis bien en France. Ma femme est bien sûr, elle est juive, mais elle est profondément française. Et à chaque fois qu'on va en Israël, elle est un petit peu choquée par cette mentalité, par le comportement de certains Israéliens. Donc elle me dit, moi j'adore Israël, elle me dit, mais je ne sais pas si je ferai ma vie en Israël.
Donc au départ, c'est vrai que quand on était ado, on avait qu'Israël en tête. Hein. Mais je sais que, bon, bien sûr, donc je tiens compte de la décision de ma femme. Je sais qu'elle, elle serait pas partante pour aller faire son alia, donc on verra. Bien sûr, je dis. Merci Simon Fidida, vice-président en charge de la synagogue des fêtes du culte et soucis du rabbin, d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir parlé.